m'appelle Yusra Wazda, je suis en première année d'études en master de gouvernance, gestion de ressources humaines et ingénierie de compétences. D'emblée, je tiens à vous remercier pour vos efforts, pour vos partages et soyez sûrs que c'était très bénéfique pour nous. Et en ce qui concerne mon intervention, je vais parler brièvement sur 3 points. Vous avez cité les apports de la responsabilité sociétale en matière d'évolution des pratiques. Et du coup, on a parlé qu'il s'agit bien sûr du développement de l'innovation, d'une réponse aux critères d'éco-sociaux, d'amélioration de la compétitivité. Et aussi, vous avez cité que c'est une favorisation de la performance globale, de l'innovation et la favorisation de différenciation auprès des individus. Donc la question que je pose, sachant bien que c'était avant le passage de M. Omar Sifal, donc est-ce que l'adoption d'une politique RSO a vraiment donné son fruit au sein des organisations en termes d'amélioration de performance? Je sais très bien que vous avez présenté des chiffres et des pourcentages, des statistiques aussi, sauf que la question, est-ce que vraiment ça a donné un fruit en termes d'amélioration de performance? Sinon, pour ma deuxième question, est-ce qu'il existe des comités de suivi donc, qui s'assurent, qui contrôlent de temps à autre? Donc, je veux savoir s'ils contrôlent effectivement l'entreprise, si l'entreprise X adopte la RSO. D'accord? Ou bien il s'agit juste d'un titre attribué pour être à jour avec les changements actuels. Troisièmement, je rejoins pleinement l'avis de M. Gdira. Je pense que c'est l'acceptation des individus à adopter la démarche RSO qui fera d'elle un véritable succès. Et bien sûr, la RSO n'est pas non plus une portion magique. Pour conclure, je vais dire tout simplement que vous êtes une fierté pour la RSO et pour la FSE. Trop de RSO aujourd'hui. Merci à vous. En fait, je remercie les intervenants, c'était vraiment très riche. J'ai une question pour Madame Sedia. En fait, vous avez parlé du Lean Management, qui représente bien sûr un système d'organisation industrielle initiée dans les usines japonaises, précisément chez le groupe Toyota. Bien sûr, dans le but d'améliorer la performance, surtout avec le juste à temps. À l'inverse de la culture américaine qui se base sur la demande, ce qui permet d'harmoniser les processus, de gagner en agilité et en flexibilité. Sachant que le fait d'implanter le Lean Management, il y aura plusieurs avantages, mais sûrement il y aura des inconvénients chez les travailleurs, ce qui peut engendrer bien sûr des troubles de santé. Est-ce que le fait de proposer d'implanter le Lean Management dans le processus de gestion ne s'oppose pas à la prise de conscience de la dimension sociale et surtout la santé et la sécurité du travail que Mme Safa a évoqué dans sa présentation? Et merci. Merci, Sophia. Du développement durable par les organisations, le fait de chercher à avoir un impact positif sur l'organisation en matière de conditions de travail, d'assurer un dialogue social et à respecter également l'environnement, c'est-à-dire l'organisation face à ses parties prenantes, tout en gardant les 3 dimensions économiques, sociales et environnementales, afin d'assurer une bonne gouvernance et une performance en termes des ressources humaines. Et comme a dit M. Zitouni, c'est une responsabilité sociale de l'État marocain face aux exigences des citoyens. Concernant la régionalisation avancée, autant qu'un modèle de gouvernance territoriale, comme a dit M. Gdira, qui a pour but le renforcement et la participation de la population locale dans la prise de décision. Ma question est la suivante. Alors, comment l'instauration d'une démarche RSE dans une entreprise va impacter la faisabilité de la régionalisation avancée? Et merci. Bonjour tout le monde. Je remercie nos chers professeurs et nos chers invités pour toutes les explications. J'ai appris énormément des choses et merci beaucoup. Donc, ma question c'est pour M. Gdira. Il existe une volonté pour atteindre à la démocratie à travers la régionalisation avancée. Donc, à votre avis, monsieur,
est-ce qu'il ne faut pas, premièrement, une application réelle d'une monarchie parlementaire comme une forme fondamentale de la décentralisation des pouvoirs? Il existe une volonté pour atteindre à la démocratie à travers la régionalisation avancée. À votre avis, est-ce qu'il ne faut pas, premièrement, une application réelle d'une monarchie parlementaire comme une forme fondamentale de la décentralisation du pouvoir? Merci. Leur intervention de qualité, pour la clarté des exposés que vous avez présentés aujourd'hui. Je remercie aussi la faculté de sciences d'éducation et le prépatoire pour nous donner cette occasion d'apprendre cet apprentissage et son information. Donc j'ai trois petites questions. Donc avant de poser les questions, Monsieur Tera, en vous écoutant attentivement, vous m'avez rappelé du fameux philosophe arabo-musulman, Ibn Khaldun, lorsqu'il a parlé de ce système de valeurs qui est le système, on va dire, d'élément le plus important dans le développement et le cycle de vie des civilisations. Et il a bien dit que toutes les lois les plus sophistiquées ne peuvent remplacer un système de valeurs d'une société, et qu'un système de valeurs, c'est l'indicateur le plus important, surtout quand une civilisation vit une crise de valeurs, c'est le début du déclin de cette civilisation. Et donc là, un système de valeurs toujours sera la base de la mise en place d'une stratégie et des pratiques RSE et RSO dans la société en général. Ma première question, c'est pour M. Omar Sifal. Donc, je vous remercie pour ce partage des informations, des données que vous avez eues, des résultats de cette recherche. Mais j'aimerais bien savoir, aujourd'hui, en France, le débat est autour de l'usage des pesticides au niveau de l'agriculture en général. Les recherches ont montré qu'aujourd'hui, en France, il y a l'existence de certaines particules biochimiques dans l'air, et surtout que ces particules biochimiques influencent et impactent négativement la santé aussi bien du personnel, des employés dans les terres cultivées, et encore plus, ce qui est grave, c'est qu'il y a des crèches dans les environs de ces terres cultivées, et cela influence négativement la santé des enfants. On est allé même aujourd'hui à arrêter les récréations dans les crèches à cause de ces particules qui sont existantes. Aujourd'hui, il y a certaines régions, on va dire en France, qui sont allées même à mettre en avant des lois au niveau de ces régions, mais ces lois ne sont même pas respectées par ces agriculteurs. Et donc là, c'est tout un débat en France aujourd'hui. Qu'en est-il du Maroc? Donc là, je sais que vous avez présenté pas mal de mesures qui ont été prises pour essayer de faire profiter d'autres, on va dire, plusieurs régions de l'activité sociale de la fondation de cette entreprise. Mais qu'en est-il de cet usage de ces pesticides au Maroc? Ma deuxième question, c'est pour M. Karim Zitouni. Aujourd'hui, dernièrement, l'UNESCO a, on va dire, quelques réclamations par rapport au grand projet de rénovation de la ville de Rabat. Parce que la Rabat est inscrite en tant que patrimoine universel du monde. Et cette inscription des villes dans le patrimoine universel ne vient qu'après la signature d'un partenariat pour garantir et respecter certaines caractéristiques architecturales de la ville. Aujourd'hui, l'UNESCO réclame le non-respect de ces caractéristiques et qu'elle n'était pas informée de ces réformes. Et donc là, cela ne respecte pas d'abord le partenariat établi entre les parties prenantes, et aussi cela remet, entre parenthèses, en question la dimension RSE chez les responsables de ce projet de rénovation. Et ma dernière question va essayer un petit peu de traiter l'exemple du sport.
juste pour partager avec vous ce qui est aujourd'hui à Rabat, au niveau du sport, il y a un club de fitness, un grand club, le plus grand club de fitness à Rabat, qui est aujourd'hui on va dire, qui porte préjudice à une maison de retraités ici à Rabat. Il y a un effet de nuisance. Imaginez qu'aujourd'hui, à 8h du matin, on organise des séances, des cours de fitness avec une musique, et ce qui porte nuisance à cette maison de retraités. Je sais bien que les responsables de cette maison ont fait recours, ont déposé plainte, mais ils continuent à souffrir de ce problème. Maintenant, il y a aussi l'organisation des événements. Le semi-marathon de Rabat, le dimanche quand il est organisé, il faut annuler tout ce que vous avez parce que vous aurez des problèmes pour circuler à Rabat ce dimanche. Maintenant, certes, on va organiser certains événements, mais qu'en est-il de cette nuisance aux citoyens de cette ville? Et je réitère mes remerciements pour la qualité de vos interventions et merci. Merci vraiment, cher professeur Mohamed Guidera, pour le choix de ce thème qui est très intéressant. Question de morale, question d'éthique, question de responsabilité, question d'engagement qui concerne non pas uniquement les entreprises, ni les administrations publiques, mais également nous tous en tant que citoyens. Et je suis pour la thèse de ces Guidera que la question n'est pas également une question de réglementation, de loi, de législation, c'est également une question d'engagement de nous-mêmes. Je donne deux exemples clairs. La question, une question qui est en relation avec le monde domestique, la relation avec le monde sociétal. Au niveau sociétal, on dit que en cas de guerre, qu'est-ce qu'il dit à ses compagnons? Clairement. La taqtulu, la taqlan, wa imra'atan wa la shaykha. Grande morale. L'autre exemple, ça nous concerne, on commence par nous-mêmes, c'est la question de la rationalisation de l'autre. الإنسان يلتي بلا يشرب الطقس قليل من الماء ولو كنت في البحر. Donc, la question de la rationalisation, c'est une préservation des relations futures, c'est très important. Donc, je suis pour la thèse, donc je pense cela par nous-mêmes, mais ça n'empêche que les choses vont en parallèle, également des lois et des règlements. Mais ma question ici, je crois que c'est Spa qui a parlé de la question de modèle. Il faut qu'on l'État dans l'exemple, par exemple. Mais qu'en est-il, par exemple, de l'article 9, notamment l'article 9, qui est d'ailleurs très controversé par il est ici dans le projet de la loi de finances 2020 et qui interdit clairement la saisie des biens de l'État. Il s'agit par exemple pour les créanciers porteurs qui sont bien des jugements qui sont exécatoires. Pour moi, c'est inconcevable, c'est imparable. Il faut que l'État donne l'exemple. C'est immoral, donc là, ce type-là, c'est compris le périmètre. Alors, ce que l'État est concerné, c'est pas concerné, pour moi, ça doit donner l'exemple. Donc ça, c'est la première question. Alors, la deuxième question, pour moi, cette question de la RSE, c'est un projet qui vient de naître, donc c'est un projet de changement. Donc, qui dit changement, donc ça nécessite, en plus des lois, un règlement, une législation, etc., toute une politique de conduite du changement. Déjà, Madame la professeure Savier a parlé du développement des compétences, donc il faut penser à toute une politique de conduite de changement, ce qui concerne l'établissement des plans de sensibilisation, de communication à grande échelle, ça vient pas des plans de formation au niveau région,
au niveau région, par exemple. Donc, il faut commencer donc par changer l'état d'esprit, tout d'abord. Alors, l'autre question, ça concerne l'état du véhicule. On a évoqué peut-être l'état du véhicule, l'exemple de l'état du véhicule, mais les autres secteurs, en étude de l'état du véhicule, au diagnostic, 92 entreprises labellisées RSE parmi milliers d'entreprises, donc c'est un nombre qui est dérisoire. Déjà, le plan économique, social et environnemental a parlé de l'éco-diagnostic. J'aimerais bien rappeler ce diagnostic. Merci, Je ne terminerai pas ça. Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Hakim Ibrahim, deuxième année master gouvernance à gestion de ressources humaines, ingénierie de compétences. Merci beaucoup pour les différentes interventions. Pour rester dans le sens commun, je vais dire que parler de la régionalisation avancée, c'est parler dans un sens responsable de la gouvernance publique pratiquement équilibrée. Je dis gouvernance publique parce qu'on parle ici de la relation harmonieuse entre l'État et les citoyens. Et pour atteindre cet équilibre de la gouvernance publique, il existe différentes composantes et critères. Je choisis deux critères, la responsabilité et le système de valeurs. Quand on parle de la responsabilité, ici on parle de la posture proactive. Quand on parle du système de valeurs, comme M. Olivier a déjà dit, c'est une feuille de route citoyenne. Et dans ce sens, la RSO peut être considérée comme un levier. Et quand on parle de la responsabilité sociétale, on parle ici de l'importance de la culture. Et dans le contexte culturel marocain, on peut parler, dans mon sens, d'une responsabilité sociétale à la marocaine, sans faire appel aux différents contextes interculturels de la responsabilité sociétale. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que chaque culture, sans doute, a ses représentations socioculturelles propres d'être responsable, d'être éthique de l'action du développement durable. Dans ce sens, je pose la question, dans le contexte marocain, à votre avis, quel rôle des agents de socialisation dans l'instauration de l'esprit citoyen et l'esprit responsable? Merci. Je me présente, je suis Oumaima Allaoui, étudiante en deuxième année master gouvernance, gestion des ressources humaines et ingénierie des compétences. Premièrement, je tiens à vous remercier pour le comité d'organisation pour l'organisation de cette journée d'études qui s'intitule « La responsabilité sociétale des organisations et la régionalisation avancée ». On sait tous que c'est un sujet qui est complémentaire à la conférence précédente, qui s'intitule aussi « La décentralisation de la fonction RH ». J'ai deux questions à poser. La première question est adressée à M. Sfar. Vous avez parlé de la RSE au niveau du secteur agricole. Ma question est la suivante. Comment peut-on parler de la RSE dans le secteur agricole alors que la gestion des ressources humaines est une fonction négligée? On sait tous que les ressources humaines sont au cœur des préoccupations de la fonction de la responsabilité sociétale des entreprises. Ma deuxième question est adressée à M. Zetouni. Vous avez parlé de la décentralisation et le fédéralisme. Je veux juste savoir la différence entre les deux concepts, puisque vous avez dit que la décentralisation, c'est le transfert du pouvoir du central vers les périphériques, et que le fédéralisme, c'est la détention du pouvoir par le central et les provinces. Quelle différence faites-vous entre les deux concepts? Et merci beaucoup. Merci. Ingénierie de compétences. Je vous remercie par la même occasion de votre partage de savoir-faire à cette richesse. Donc, d'abord, vous avez évoqué le principe de l'engagement volontaire. Donc, M. Dira, vous avez placé le principe de l'engagement volontaire en priorité. Donc, moi, je dirais que surtout, malheureusement, pour faire éveiller ou bien évoquer cet engagement volontaire, autrement dit, cette conscience individuelle, parfois il faut passer par des instances hiérarchiques suprêmes. Donc, c'est pour cela, je dirais que
dans quelle mesure le cadre légal, ou bien autrement dit juridique, contribue-t-il dans l'instauration ou encore la concrétisation du principe de la responsabilité sociétale des entreprises? Donc, premièrement, je tiens à vous remercier pour vos interventions qui ont été très enrichissantes pour vous inviter. Donc, ma question est pour Madame Choukaoui. Donc, comme vous avez précisé, la RSE est cette prise de responsabilité des organisations, des effets de leurs activités sur l'environnement, et qu'elle se présente en même temps comme un levier incontournable pour un développement socio-économique. Donc, ma question porte sur ce caractère volontiers d'opter pour une démarche RSE au sein de l'organisation. Parce que si on prend l'exemple des organisations de l'économie sociale et solidaire, donc cette responsabilité revêt un caractère qui est identitaire, afin d'assurer une certaine justice intergénérationnelle. Donc, d'après vous, ce caractère volontiers d'opter pour une démarche RSE n'est-il pas une phrase limitante centrale de cette pratique dans les organisations? Et s'il n'y a pas une possibilité d'en faire une obligation afin d'assurer un développement durable? Et merci. Bonjour tout le monde, je suis Sheina Omehani, étudiante en première année master gouvernance, gestion des ressources humaines et ingénierie des compétences. Je remercie tout d'abord l'ensemble des intervenants pour cette conférence d'aujourd'hui sur la RSE et la régionalisation avancée. Donc vous avez mis le point sur l'explication de plusieurs concepts à travers des exemples. Alors ma question c'est par rapport à la partie expliquée par M. Zitouni. Alors, monsieur, vous avez évoqué l'évolution historique de la régionalisation avancée. Alors, ces enjeux, ces acteurs, son rôle primordial en ce qui concerne la régulation des disparités régionales et un stabilisateur sociétal. Alors, ma question, c'est par rapport au secteur privé comme étant un acteur essentiel dans le renforcement de la régionalisation avancée et plus précisément la régionalisation entrepreneuriale. Vous avez mis le point sur cet exemple. À votre avis, est-ce que l'État prend en considération la bonne répartition du potentiel des régions en termes d'investissement qui va servir de base pour ce qui est entrepreneuriat, ce qui est financement de projets, etc. Parce que je trouve que ceci est d'une importance primordiale, non seulement sur le niveau économique et social en général, mais aussi sur la compétitivité des régions. Et merci. Bonjour, je m'appelle Lévin Scali, deuxième année gouvernance, gestion des ressources humaines et gestion de compétences. J'aimerais tout d'abord remercier le comité d'organisation et surtout sous la présidence du professeur Mohamed Guéguera. Alors, comme vous savez, la régionalisation avancée appelle principalement à l'égalité entre les régions. Et qui dit égalité dit le principal principe de la responsabilité sociétale des organisations. Et malgré le lancement du projet par Sa Majesté en 2009 dans son discours du trône, et ainsi la Constitution qui est venue pour concrétiser ce genre de projet, et même on trouve dans le premier article de la Constitution, c'est l'organisation territoriale du royaume, elle est centralisée, elle est fondée sur la régionalisation avancée. Alors, ainsi, la publication de la loi organique 111-14, qui est considérée comme une feuille de route, et qui contient déjà des choses agréables et pour bien sûr réaliser ce genre de projet, en termes de gouvernance bien sûr territoriale. Mais malgré tout ça, on n'a pas pu encore avancer dans cette œuvre, et certaines régions souffrent encore et toujours de l'inégalité, surtout en termes de compétences en fait, quelles que soient humaines et matérielles. Et même la loi organique a déjà classé les compétences en trois, des compétences propres à la région, des compétences partagées et des compétences transférables.
Alors, ma question est ensuite, à votre avis, M. Guira, comment on peut instaurer une régionalisation avancée à la marocaine? Est-ce qu'on prend compte à des anciennes expériences d'un tel ou tel pays et qui respecte les principes de la RSO? Et merci. Bonjour, je m'appelle Elie Maraki, je suis étudiant en 5e année à l'École nationale d'architecture. Je vous remercie d'abord pour vos interventions enrichissantes et je remercie mon ami Hamza de m'avoir invité à cette journée d'études. Ma question est dirigée principalement à M. Guira et je crois qu'elle peut être complétée par M. Zitouni, puisque, comme vous avez dit, il est un homme de terrain. Elle concerne deux échelles. D'abord, l'échelle du poids des ambitions qu'on peut atteindre. Vous avez parlé de l'exemple du projet du stade et des procédés techniques qu'on applique pour créer un projet passif. Mais est-ce qu'on ne peut pas passer à une autre échelle d'application de ces procédés techniques sur un niveau de toute une ville et même de créer des projets qui seront générateurs d'énergie au lieu qui seront passifs? La deuxième échelle, et je suis désolé, vous avez évité de parler de ce niveau-là, mais ça concerne la gouvernance et la programmation architecturale et urbanistique. Est-ce qu'on ne peut pas, si l'on est vraiment dans une démarche de régionalisation et de développement des villes durables, est-ce qu'on ne peut pas, au lieu de créer une politique d'aménagement des villes nouvelles, est-ce qu'on ne peut pas profiter des villes déjà existantes, des petites villes qui ont 100 ans d'urbanisation, et les changer pour qu'ils peuvent être des villes durables, intelligentes, qui respectent tous ces procédés-là? Et merci. Toutes les personnes qui ont aidé pour nous avoir cette journée d'études qui est plein d'informations pour nous ou bien pour toutes les filières qui ont assisté. Premièrement, j'ai une petite question à Mme Safa Chapaoui qui a dit en intégrant l'organisation, en intégrant une responsabilité sociétale, il aide à la fidélisation des ressources humaines. Comment ça? Et deuxièmement, je veux parler de régionalisation avancée que M. Guira a dit que c'est la décentralisation ou bien le morcellement du pouvoir. Et son lien avec la responsabilité sociétale des organisations, ça veut dire que c'est une décentralisation des responsabilités sociétales. Alors ma question c'est comment peut-on contrôler, évaluer et mesurer cette responsabilité sociétale, sachant que, comme a dit M. Omar, il n'y a pas une question de fiabilité ou bien de transparence au questionnaire que vous avez fait. Et comment, environnemental, ça se voit, mais comment, en termes de ressources humaines, comment on peut mesurer cette responsabilité sociétale? Et merci. Je tiens à remercier nos chers professeurs pour ce séminaire. Vraiment, c'est un séminaire qui nous touche beaucoup comme intervention, et surtout sur la régionalisation avancée et la RSE. Donc, je vais me présenter sur trois casquettes et je vais lister la dernière, qui est la meilleure, bien sûr. La première casquette, que je suis responsable de sécurité des systèmes d'information au sein de l'éducation nationale, si vous connaissez le système ASA. La deuxième casquette, je suis responsable président du Centre africain de la cybersécurité. Et la meilleure casquette, comme vous, je suis un doctorant, chercheur à la FSE, et mon encadrant, c'est professeur Mohamed. Donc, la question vraiment qui est très intéressante, j'ai beaucoup apprécié les questions de nos chers étudiants, nos chers collègues. Ça montre vraiment qu'il y a une efficacité, il y a une dynamique à propos de la régionalisation avancée. Ma question elle est très claire et à tous nos chers professeurs, qu'on demande une question très, très importante, c'est comment on est passé de 16 régions à 12 régions. Et comme vous le savez que le modèle de la gouvernance, la régionalisation avancée, c'est un modèle d'excellence pour, c'est une gouvernance, régionalisation avancée, c'est un modèle d'excellence en termes de gouvernance. Donc, on n'a jamais posé la question
Dans le cadre de la régionalisation avancée, nous étions à 16 régions. Aujourd'hui, dans le cadre de la vision stratégique 2015-2030, nous étions à 15 régions. Toutes les systèmes, c'est-à-dire aujourd'hui dans la régionalisation avancée, comme vous savez, il y avait ce qu'on appelle, je vais parler du système d'information. C'est un secteur qui touche toutes les domaines. Le domaine de l'agriculture, comme il a posé M. Omar. M. Zidane, il a parlé de l'AP, je pense, des AREF. Moi je parle des AREF, des académies régionales. Vraiment, c'est un grand problème lorsque Mme Seti a parlé le cher professeur, il a parlé de la gestion des compétences. La question que se pose, où sont les compétences aujourd'hui lorsqu'il y a un problème de ressources humaines? Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de la régionalisation avancée et les ressources humaines sont en diminution? C'est-à-dire, est-ce que vraiment nous sommes sur la bonne voie? La bonne voie, nous serons dans la bonne voie que, d'après ce qu'il a dit M. Bidera, c'est comme ça qu'on filmé, parce qu'aujourd'hui, la régionalisation avancée, on trouve des ressources humaines en diminution, on trouve de l'infogérance, on trouve de l'externalisation, ça c'est grave. C'est-à-dire pour moi, nous ne sommes pas sur la bonne voie, parce qu'il n'y a pas de ressources. Où sont ces compétences? Où sont les formations? Il faut poser toutes ces questions. Et il faut vivre le cas de l'éducation nationale en système d'information en termes de régionalisation avancée. Et mon dernier, pour rajouter 2 lois juridiques qui sont très importantes aujourd'hui, qu'on rajoute aux lois juridiques, c'est les directives nationales de la sécurité des systèmes d'information et la loi 0908 qui est la protection des données à caractère personnel. Sans ces 2 lois, il n'y a plus de la régionalisation avancée. Et merci.